Bon dimanche à tous. Je voudrais commencer par faire une petite correction sur les fonctions du général de division Ali Dem Ali Justin avant sa mort. Il était chef d'état-major adjoint des armées. Il a été chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, mais il est mort comme chef d'état-major des armées, adjoint des armées sous Lansana Doumbia. Alors, mon intervention sera divisée en 3 volets. Le premier volet va vous permettre de comprendre la politique du président Laurent Gbagbo qui a été utilisée par Alassane Ouattara pour manipuler le peuple et nos frères étrangers, nos frères métis qui sont soit moitié ivoiriens, moitié maliens, moitié ivoiriens, moitié burkinabé, moitié ivoiriens, moitié guinéens. Comment Ouattara s'est servi de la politique du président Laurent Gbagbo pour les manipuler. Dans la seconde partie, vous allez voir qu'aujourd'hui, le Nord regrette d'avoir combattu le président Laurent Gbagbo pour cette politique qui allait aujourd'hui éviter certaines choses qui se passent au Nord. Dans le deuxième volet, je vais vous montrer comment des soldats comme Ali Dem, Justin, qui ont rejoint Ouattara, des militaires, des officiers qui ont rejoint Ouattara au Golf Hotel, aujourd'hui se retournent contre Ouattara. Donc Ouattara est pris dans ce piège. Pourquoi il se retourne-t-il contre Ouattara? Vous allez le comprendre. Dans le troisième volet, je vais vous faire comprendre que le futur de la Côte d'Ivoire dépend de ses officiers et de nous. S'ils engagent la guerre contre l'AES, eh bien, il faut qu'ils s'attendent à ce que je vais vous montrer. Donc, dans le premier volet, je vous montre le discours politique du président Laurent Gbagbo, qui voulait le bien de tous les Ivoiriens, qu'ils soient des fils du Nord, qu'ils soient du Sud, et il voulait le bien de tous. Et cela a été mal interprété par certains Ivoiriens, manipulés par Alassane Ouattara et les espions français. Alors écoutez cette politique du président Laurent Gbagbo, qui est une politique qui a été menée au Canada, qui a été menée aux États-Unis, et donc qui doit être menée en Côte d'Ivoire. Écoutez. La Côte d'Ivoire a été créée en tant que territoire autonome par décret en 1893. Le colonisateur s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un bout de terre dans cette Afrique de l'Ouest où il y avait beaucoup de déserts, beaucoup de Sahel et peu de forêts. Le colonisateur français n'avait que quelques coins de forêt. La Côte d'Ivoire, le Dahomey, parce que le Togo n'était pas totalement colonie française. La Gold Coast, le Nigeria, disposait de grandes étendues de forêt. La Guinée aussi, comme nous. Alors il a fallu mettre en valeur ces lopins de forêt. C'est ainsi que le colonisateur a organisé le travail obligatoire, que nous appelons ici le travail forcé. 3 lieux principaux pour recruter les travailleurs obligatoires. Le pays Mossi, le pays Sénoufo et l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà les 3 endroits principaux où on recrutait les travailleurs obligatoires. Et les quartiers d'Abidjan portent la marque de ces recrutements. Puis est arrivée l'élection de 1945. Sur proposition du député Foubani, le travail forcé a été supprimé. Mais le besoin de travail demeurait, puisque nous étions dans une situation de pré-machinisme. Il fallait produire sans machine. Donc il fallait toujours un travail bon marché. C'est une loi de l'économie. C'est ainsi que, à l'initiative des chefs d'entreprise, a été créé le SIAMO, syndicat interprofessionnel d'acheminement de la main-d'œuvre, en 1950, qui a continué à faire venir les mêmes travailleurs des mêmes endroits vers les plantations et vers Abidjan. Cela a duré jusqu'à l'indépendance.
les chiffres existent, mais je pense qu'ici, on n'est pas là pour s'abreuver des chiffres. À l'indépendance, un accord a été signé avec le gouvernement de Haute-Volta pour continuer à faire venir les travailleurs. Chers compatriotes, c'est de tout ça qu'il nous faut être conscient. Mais en même temps, il nous faut être conscient que la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays à avoir suivi ce modèle de développement. Les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Europe occidentale pour sa reconstruction après la guerre, la Deuxième Guerre. Mais à un moment donné, quand les besoins de développement ici, les besoins de la reconstruction là, ont été satisfaits, les gouvernants ont marqué l'arrêt officiel de l'immigration. C'est ce qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas pu faire. La Côte d'Ivoire a été créée. Alors le président Gbagbo nous dit que dans des pays comme le Canada et autres, il y a eu un temps où ils avaient besoin de main-d'œuvre. Même la France a besoin, même l'Europe plutôt, a besoin quelquefois de main-d'œuvre à cause de la natalité qui est basse. Et dans tous les pays, on a eu à un certain moment besoin de la main-d'œuvre. Alors en Côte d'Ivoire, les Français faisaient venir la main-d'œuvre du pays Sénoufo, de l'Ouest et du pays Mossi. Au début, c'était sous le travail forcé. Et après, il y a eu le syndicat interprofessionnel de la main-d'œuvre, SIAMO, qui permettait aux Mossi de venir travailler dans les plantations ivoiriennes. Alors, ce que je voudrais dire ici, parce que beaucoup ont été manipulés, parce qu'ils disent « Ah, c'est nous qui avons construit la Côte d'Ivoire, comment se fait-il aujourd'hui que vous puissiez dire que oui, il y a des Ivoiriens, il y a des étrangers. Il y a des Ivoiriens, il y a des étrangers. Pourquoi? Parce que lorsque les Mossi venaient, ils étaient rémunérés. Sous un syndicat, ils étaient rémunérés. C'est comme nous travaillons ici, nous ne pouvons pas dire parce que nous sommes rémunérés, nous sommes plus autochtones que les Occidentaux. Non. Parce qu'il faut comprendre que pendant que ce syndicat existait, le travail forcé était imposé aux Ivoiriens qui n'avaient rien. Qui n'avaient rien. Pendant que ceux qui venaient sous le syndicat percevaient de l'argent. Donc on respecte le sacrifice de vos pères. Mais cela ne vous permet pas de dire que vous êtes plus autochtone que les Ivoiriens. Chacun connaît son village. C'est à juste titre que le président Ibrahim Traoré dit, quand il parle des Burkinabés qui attaquent le Burkina Faso, il dit les apatrides. Vous avez réuni votre propre patrie. Chacun connaît son village. Il n'y a pas d'apatrides. C'est quelque chose qui a été inventé par Ouattara pour distribuer des identités, des fausses identités aux uns aux autres. Vous voyez? Alors, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que les jeunes ont été manipulés sans savoir pourquoi ils étaient manipulés. Et là, je vous laisse écouter l'aveu d'un jeune qui vient de sortir de prison, qui était autrefois pro, je ne dirais pas pro Ouattara, si on peut le dire pro Ouattara, parce qu'il partageait ce que les gens disaient. Il croyait que le président Laurent Gbagbo n'aimait pas les étrangers, que les Gors n'aimaient pas les étrangers, que les Ivoiriens n'aimaient pas les étrangers. Écoutez-le parler. Que le président de la République est au courant de ce qui se passe là. Mais papa, en clair, en même, c'est-à-dire que nous qui sommes dans la basse cour, là, on ne va pas te mentir, hein, c'est gâté. Il n'y a pas quelqu'un qui va te promener dans tous les quartiers, dans les gares, où il y a les trucs là, et puis ils vont parler ton bon nom vieux. C'est-à-dire que je suis en train de scroller sur TikTok et puis j'ai vu la photo de mon fils, de ma famille, de mes amis, ils ont tous mis RIP dessus. Et une chanson, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, les gars là, ils vont me mettre en rogne. On connaît ta famille, lors des élections, on va t'égorger, on va te truc. Mais moi, il me dit que c'est pas une façon de faire de la politique. Vous avez en face quelqu'un qui a des bouquins et vous voulez l'attaquer avec des machettes. Je peux dire, certaines personnes pensent détester Gbagbo, mais moi, mon papa, il a perdu son travail au lycée Jean Mermoz à cause de la politique du président Laurent Gbagbo. Mais dans mes valvales de vouloir comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que je ne savais rien. Moi, tout ce que je savais de Gbagbo, c'est qu'il n'aime pas les étrangers. Je me suis rendu à la bibliothèque à côté de Saint-Jean, de l'église Saint-Jean à Cocody. Une fois que ce jeune a découvert, Ziggy a découvert que c'était faux, que c'était du mensonge, qu'eux, ils utilisaient des armes contre les arguments
des uns et des autres et que le président Laurent Gbagbo le faisait pour le respect du droit, parce que justement, puisque la Côte d'Ivoire, avec toutes ces immigrations, est mélangée, comme on le dit, est mélangée. Même Aïcha Koné est la cousine du président Laurent Gbagbo. Donc, la Côte d'Ivoire était mélangée. La seule possibilité qui nous est donnée de vivre en paix, c'est le respect de la loi, le respect de la démocratie. C'est-à-dire que tu sois fils du président Gbagbo, que tu sois cousine du président Laurent Gbagbo, si tu as désobéi à la loi, c'est comme le dit dans le pacte social, tu es condamné. Donc, de cette manière-là, tout le monde vit en paix, comme aux États-Unis. Les États-Unis sont un grand pays où il y a tout le monde. Mais pourquoi c'est un pays puissant? Parce qu'il respecte le droit. Il y a la loi. Aujourd'hui, ce jeune, il a défendu cela en disant « Je me suis trompé sur le président Gbagbo ». On le met en prison parce qu'il ne faut pas qu'il fasse sortir les autres jeunes de la manipulation d'Alassane Ouattara. Vous voyez? Et observez aujourd'hui ce qui se passe au nord du pays. C'est un témoignage d'un jeune du Nord. Regardez ce qui se passe au nord du pays pour comprendre que le président Laurent Gbagbo avait raison. Écoutez ce jeune. On en parle, l'orpaillage clandestin. Ce fléau qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, on en parle, l'orpaillage clandestin, on en parle, jusqu'à des individus se lèvent et ouvrent le feu en direction de nos forces de l'ordre et de sécurité dans le département de Séguéla, un village qu'on appelle Kouego. Ce village-là, j'ai été là-bas. Je sais ce qui se passe là-bas. Les sécurités, on en parle. Les individus quittés dans des pays voisins pour venir ici en train d'exploiter nos forêts, nos terres, en train de salir tout, les cours d'eau, rivières, fleuves, marécages, tout ça là, on en parle, les bas-fonds même là, tout est pollué. On en parle des individus qui ont le culot d'ouvrir le feu, de tirer sur nos forces de l'ordre et de sécurité. On en parle, vous ces Ivoiriens qui êtes complices de ça là, il est temps que vous arrêtiez ça dès maintenant. Les gens ne vont pas quitter chez eux, venir détruire nos forêts, nos terres et repartir après. Et puis nous là, c'est la famine, c'est la faim qui va nous tuer dans le pays là. C'est l'héritage même de vos enfants, vos arrière-petits-enfants que vous êtes en train de gâcher comme ça. Depuis quand Ivoirien est devenu paresseux, au point même de louer sa terre aux gens pour aller creuser de l'or. Depuis quand Ivoirien est devenu paresseux? Il est temps que nous arrêtons cela. Il est temps que l'État agisse. Et je pense que nos chefs de village, nos chefs de terre, nos autorités dans ces localités-là, qu'on doit vraiment battre, qu'on doit bamougou. Parce que quelqu'un ne peut pas quitter dans son pays et venir exploiter forêt, venir exploiter terre de quelqu'un. Si cette personne n'a pas eu l'autorisation de quelqu'un, d'un enfant de la localité, de la population locale là, si ces personnes n'ont pas eu leur aval, leur confirmation pour travailler là, ils ne pouvaient pas s'installer là-bas. Mais est-ce que vous savez que tout ce qui se passe au nord est lié à l'audit de la liste électorale? Ouattara et son cubière ont accepté la fraude au sein dans la liste électorale. Pourquoi? Parce que vous avez des parents du Nord qui se sont portés garants pour donner leur identité à des gens qui sont venus d'ailleurs. Donc des mères qui font 100 enfants et autres. Et ils ont pris vos noms. Et aujourd'hui, ils ont pris vos noms et se retournent contre vous pour revendiquer vos terres parce que vos terres sont riches en or. Et l'orpaillage a lieu. Vos terres sont riches en or. Et vous les avez accueillis, vous leur avez donné une identité pour couvrir leur identité étrangère. Aujourd'hui, ils sont devenus des terreaux au nord du pays. Et ils sont en train de vous cloner, de vous voler votre identité, de vous voler vos terres, de se faire passer pour les chefs du clan. Voilà comment Ouattara vous a manipulé. C'est grave, hein? C'est grave. Aujourd'hui, ils sont en train de voler votre identité. Et si vous vous plaignez, ils vont dire, je suis du Nord comme toi, je suis issu de telle famille. Voilà pourquoi l'audit de la liste électorale va vous libérer, vous les gens du Nord. Avec la liste électorale, on va dire, bon, toi, tu as fraudé, tu n'es pas de telle famille. Parce que tous ceux-là veulent de l'or. Les Français veulent de l'or. Tous les convois qu'ils ont envoyés là-bas, c'est pour l'or. On s'attendait à les voir attaquer l'AES. Non. C'est pour l'or. C'est maintenant qu'ils vont vouloir s'attaquer à l'AES. Mais ils sont allés s'installer pour exploiter l'or
du nord de la Côte d'Ivoire. Et donc le président Laurent Gbagbo, si vous l'aviez compris, vous auriez évité cela. Parce qu'il y a un Koné Souleymane du nord du pays, il y a un Koné Souleymane au Mali, il y a un Koné Souleymane au Burkina, il y a un Koné Souleymane en Guinée. Comment vous faites pour le reconnaître? C'est à travers l'identité. Et quand le président Laurent Gbagbo s'attaqua à cela, vous avez dit « Ah, c'est parce qu'on porte les boubous ». Non. Aujourd'hui, vous êtes en train de payer le prix. Donc, c'est ce qui concerne la politique du président Laurent Gbagbo, qui a des répercussions aujourd'hui sur le Nord parce qu'il avait été mal compris. Mais on peut toujours rectifier le tir. C'est possible. Si on se met autour de lui, autour du pacte social, on peut rectifier ça et chasser les terreaux du nord du pays. Ça, ne vous en faites pas. On a les moyens de le faire. Mais on va attaquer maintenant le second volet. Ce qui se passe là, dans la population, lorsque ça gagne l'armée, ça devient dangereux. Et c'est ce qui est à l'origine de la mort de Dame Ali Justin, le général de division. Pourquoi? Alors, pour le comprendre, il faut écouter d'abord Alassane Ouattara, qui a une mauvaise compréhension du monde. Parce que quand tu prends tes décisions de la France, tu raisonnes comme les Français et qui te manipulent toi. Alors écoutez ici cette conversation téléphonique secrète qu'il n'y ait autrefois, mais qui s'avère aujourd'hui, cette conversation est exacte. Alors écoutez cette conversation et l'idée qu'il a de la Russie. Écoutez. Ça va, merci vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. C'est où là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Si, je suis arrivé. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. C'est où là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Si, je suis arrivé hier. Ah, mais je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, oui, oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui. La situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Oui. Économiquement, les prix ont flambé, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression, mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment ils pensent ceux qui vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils ne pourront même plus payer les salaires. Ils ont 1000 milliards d'emprunts régionaux. Absolument. Donc en 2021, mais ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales, quoi. À souscrire au titre. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Sur la BMS. La Banque de solidarité et puis la Banque de développement. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça.
Il commence aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas tant que ça. Ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'a même pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. On doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité est vraiment en train de les rattraper. Les Français lui ont fait croire, lui qui est économiste, ces maîtres français lui ont fait croire, oui, la Russie c'est la 14e puissance économique et tout ça, ils valent rien, on va les éteindre et tout. Alors, quand on a eu cette conversation téléphonique, Ouattara dit que c'était faux. Il disait que c'était faux. Mais si c'est faux, pourquoi Tchani dit ceci? Écoutez le président Tchani. Il y a une forêt où les Ukrainiens qui viennent former ces mercenaires-là atterrissent en Côte d'Ivoire avec des visas pour visiter la Côte d'Ivoire qu'ils obtiennent à partir d'un pays qui est non loin de l'Ukraine, voisin à l'Ukraine, que je tairai le nom, avec comme destination la Côte d'Ivoire. Il y a une forêt qui s'appelle le Yelli. C'est là-bas que tous ces terroristes-là sont formés en Côte d'Ivoire. C'est le deuxième axe. Et le troisième axe est venu de la Mauritanie. Le président Tchani montre que Ouattara, à l'époque, Alassane Ouattara, a dit de gros mensonges. Puisqu'il prend des Ukrainiens pour venir faire la guerre à l'AES. Et Tchani vous dit, ils ont fait croire à l'armée ivoirienne que le Burkina est sur le point de les attaquer. Et ils ont profité, ils ont fait sortir du matériel pour les mettre à la disposition des Ukrainiens. Voilà, ils ont mis à la disposition des Ukrainiens. Vous voyez, mais là, ceux qui sont experts de l'armée, comme les Alidem, vont dire, mais il est en train de nous conduire au suicide, cet homme. Nassina Doumbia, je ne sais pas ce qu'il pense, mais Alidem va dire, Demali va dire, Justin va dire, il est en train de nous conduire au suicide. C'est ce que Fabien va dire aussi. Il est en train de nous conduire au suicide. Et l'armée commence à se rendre compte. Pourquoi je vous le dis? Mais écoutez simplement cette vidéo de notre frère que nous devons considérer comme l'un des experts importants africains sur le front russe ukrainien. Écoutez-le. Écoutez ce qu'il dit de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Kiev a été frappé massivement par des missiles balistiques et hypersoniques russes. Certaines frappes ont ciblé les infrastructures énergétiques de la capitale. Les objectifs visés ont été détruits, pulvérisés. Sites de fabrication et de stockage de drones, radars et stations de détection, ainsi que des moyens de guerre électroniques. En passant, l'opération des 40 jours de Zelensky s'achève ce lundi. On nous expliquait sur SCI que ce serait l'opération miracle qui allait faire plier la Russie. Aujourd'hui, on a presque l'impression que c'était plutôt l'opération 40 jours de Poutine. Depuis le 22 juillet, le principal port d'Ukraine est aujourd'hui bloqué. Aucun navire ne peut entrer dans les ports ukrainiens. La Russie a provoqué un arrêt quasi complet du transport maritime ukrainien. En une semaine, l'armée russe a frappé 31 navires et ne compte pas s'arrêter là. Les stations-service et de nombreuses infrastructures sont également détruites, pulvérisées. Où sont l'Europe et l'OTAN, qui promettaient une victoire rapide à l'Ukraine en avril 2022, lorsque plus de 40 pays se sont réunis en Allemagne pour organiser un soutien militaire à Kiev sous la coordination d'Anthony Blinken et de Lloyd Austin? Où sont-ils? Et que restera-t-il de l'Ukraine après la guerre? Les Européens et les Américains ont condamné ce pays. Et à ce stade, quel pays européen serait prêt à accueillir plusieurs millions de réfugiés supplémentaires ukrainiens alors que l'Union européenne refuse l'accueil de certains Ukrainiens en âge de combattre? Quel pays? Personne. Personne. Kiev. Pour confirmer ces dires, je vous ai cherché une autre vidéo parce que vous ne croyez pas à ce qui vient de vos propres frères noirs. Lorsque nous vous parlons, vous ne croyez pas. Vous ne croyez qu'aux blancs, aux occidentaux, aux bluffs. Alors, j'ai fait
Je vous ai donné une vidéo pour confirmer ce qu'il est en train de dire, pour voir comment l'Ukraine aujourd'hui est un désastre. Et Ouattara veut être Zelensky africain. Lui, il s'en fout. Hein. Il s'en fout de ce qui va arriver aux populations. Alors, écoutez ce qui se passe. Parce que si Ouattara déclenche les attaques, mais vous imaginez ce qui va se passer? Il n'y aura même plus d'hommes en Côte d'Ivoire. Regardez comment l'Ukraine aujourd'hui se cherche des soldats pour aller sur le front russe. Au front russe. Peur à tant d'hommes en Ukraine aujourd'hui. Les barrages de la redoutée Tetseka. Ces agents cherchent à... Voici ce qui fait peur à tant d'hommes en Ukraine aujourd'hui. Les barrages de la redoutée Tetseka. Ces agents cherchent à recruter, souvent de force, des hommes pour rejoindre l'armée. Des barrages sur la route et des patrouilles à pied. Comme ici, à la sortie d'un métro à Kiev. Les hommes sont systématiquement contrôlés. Bonjour, je peux voir vos documents militaires? Je suis né en 2002. Vous devez présenter vos documents de toute façon, monsieur. En mai dernier, l'Ukraine a abaissé l'âge de la mobilisation. Tous les hommes de 25 à 60 ans peuvent dorénavant être envoyés sur le front, ce qui est forcément source de tension. Effectivement, il arrive malheureusement qu'on utilise la force. Lorsqu'une personne est mobilisable, qu'elle ne s'est pas présentée ou qu'elle ne veut pas s'enregistrer au centre de recrutement. Mais en Ukraine, c'est le devoir de tout homme de défendre son pays. C'est pourquoi la tension monte. La pression sur le recrutement s'est considérablement intensifiée ces dernières semaines. Sur les réseaux sociaux, les vidéos de mobilisation parfois brutales se multiplient. En manque cruel d'hommes, l'armée ukrainienne va chercher ses nouveaux soldats où elle le peut. À Kharkiv, si les rues du centre-ville sont quasiment désertes aujourd'hui, c'est parce que les hommes, justement, ont peur d'être enrôlés de force dans l'armée. Lui, la cinquantaine, a lui choisi de se cacher. Il s'est installé sur son lieu de travail et il n'en sort jamais. Ma femme m'a dit d'elle-même, j'ai besoin de toi vivant. Si tu vas sur le front, seul Dieu décidera de ton sort. Je pense que ce n'est pas normal. J'ai des amis qui sont morts, 3. Ils ont été capturés, envoyés sur le front et tués. Anatoly avait imaginé pourtant comme beaucoup se porter volontaire pour défendre son pays en 2022. Au début de la guerre, je voulais aller me battre, c'est vrai. Mais maintenant, je n'irai pas pour tout l'or du monde. Aller là-bas et mourir, pourquoi? On ne gagnera pas de toute façon. Imaginez, ils prennent des gens comme moi dans la rue. Mais moi, si je mets le gilet pare-balles, je m'écroule tout de suite. Des amis viennent régulièrement le ravitailler dans sa cachette. 1 mois qu'il n'a pas vu sa fille. Il n'a qu'un seul espoir désormais, que cette guerre se termine le plus vite possible. Voici ce qui... Pour mieux cerner ce qui est en train d'être dit ici, je voudrais que vous compreniez la philosophie de ce qu'on appelle les sciences politiques comparées. Qu'est-ce que vous avez comme mot-clé? Sciences politiques comparées, donc comparées. Ça veut dire quoi? En sciences politiques comparées, on regarde ce qui se passe dans tel pays, on regarde ce qui se passe dans un autre pays, on voit les ingrédients et on dit, ah, si en Ukraine, ça se passe comme ça, donc en Côte d'Ivoire, si on enclenche cette guerre, ça va se passer de la même manière. C'est comme si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous prenez du gombo, de la djova et du cube magie ivoirien, vous faites une sauce. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez fait la sauce. Si vous prenez les mêmes ingrédients, vous arrivez en France et vous faites la sauce, vous allez avoir le même goût. C'est ça les sciences politiques comparées. Donc, en Ukraine, qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Ils vont utiliser les satellites de Elon Musk pour combattre la Russie. C'est le Starlink. Le système Starlink pour combattre la Russie. Écoutez ce que des experts disent de Starlink, qui devait s'occuper de la télécommunication et qui est utilisé aujourd'hui pour combattre la Russie. Écoutez. Existentielle sur la capacité de la Russie à survivre en tant que nation ou à poursuivre cette guerre. Et l'autre chose que j'ai constatée quand j'étais en Russie, c'est que pour chaque problème, il y a une solution. Et à tous ceux qui pensent que cet avantage des drones ukrainiens va durer encore longtemps, je vous le dis, vous ne connaissez pas les Russes. Moi, je les connais, les Russes. Et je sais un peu ce qu'ils sont en train de faire pour répondre à ça. Vous allez voir, bientôt, des choses vont se produire.
Je ne peux pas prédire l'avenir, bien sûr, et je ne fais pas la politique de la Russie. Mais je peux dire ceci. Starlink a été identifié comme l'un des principaux problèmes auxquels la Russie est confrontée aujourd'hui. Et il existe plusieurs réponses possibles, aucune d'entre elles n'étant bonne pour Elon Musk ni pour l'avenir de Starlink. On vit par l'épée, on meurt par l'épée. Si Elon Musk veut transformer Starlink en arme, alors la Russie traitera Starlink comme une arme. Et le monde entier en subira les conséquences. Parce que quand on retire quelque chose comme Starlink, concrètement, ça provoque un effet en cascade. Le monde doit comprendre qu'il y aura des répercussions sur les télécommunications mondiales à cause de l'enthousiasme avec lequel l'Occident soutient les meurtres de civils russes par l'Ukraine. C'est tout ce qui se passe ici. Leur action n'a pas d'impact réel. Et si vous essayez de rétablir la conscription, vous allez provoquer une anarchie sociale totale en Allemagne. Eh bien, cet ingrédient, le Starlink, se retrouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour 5 ans. Donc, Ouattara a fait venir des experts des drones qui combattent en Russie, en Côte d'Ivoire. Ils sont dans la forêt. Ils vont utiliser ces experts ukrainiens pour chercher à bombarder l'AES. Donc, on aura les mêmes conséquences. S'ils ont commencé, eh bien, on sera détruit parce que là-bas, la Russie va mettre à la disposition de l'AES ses armes. Et si l'Ukraine a échoué en Russie, malgré toute l'aide de l'Union européenne, des États-Unis, eh bien, même si l'Union européenne se met avec la Côte d'Ivoire, eh bien, ça va donner les mêmes résultats. Il suffit même d'envoyer des experts pour éteindre les Ukrainiens qui sont en Côte d'Ivoire, pour les finir. Qui va guider vos drones? Mais vous avez enclenché l'attaque. Et si vous n'avez plus de pilotes ukrainiens, vous faites quoi? Ils vont détruire la Côte d'Ivoire. L'AES va détruire la Côte d'Ivoire. Surtout avec un Tchani qui connaît la Côte d'Ivoire comme plus que son propre pays. Mais ils vont détruire toute la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous imaginez un peu un soldat comme Demali Justin qui se trouve devant cette équation militaire? Il va se dire, mais où Ouattara nous conduit? Mais Ouattara nous conduit au désastre. Parce que dans sa mentalité, les Européens, les Français lui font croire qu'eux, ils peuvent vaincre l'AES. Pourquoi? Parce qu'ils vont vouloir agir comme les États-Unis en Iran. Ils vont vouloir savoir où se trouve Ibrahim Traoré, où se trouve Tchani, où se trouve Assimi Goïta et essayer d'orienter des drones sur l'endroit où ils sont pour les éliminer. Parce que pour eux, si on élimine Tchani, on élimine Assimi Goïta, on élimine Ibrahim Traoré, la révolution est finie. C'est comme ça. Mais lorsque vous allez enclencher ça, le peuple va se resserrer autour de leur idéal. Même si vous les éliminez, ils vont se dire, ah, c'est ce que vous voulez. Donc nous, on refuse d'être des esclaves. Et c'est là que la guerre va commencer. Et c'est ce qui se passe en Iran. On a éliminé les têtes. Ils ont éliminé les têtes. Mais au début même, avant cette guerre, les Iraniens étaient un peu fâchés avec les autorités. Mais quand ils ont commencé à bombarder l'Iran, le peuple s'est soudé autour de ses leaders. Parce que c'est l'Iran, la patrie qui est en danger. Ce ne sont plus les leaders. Donc quand vous allez le faire avec l'AES, en cherchant à éliminer Assimi, en bombardant, mais les Maliens vont se mettre autour de leurs idéaux, en disant, ah, vous vous attaquez à nous, vous avez fait des embargos sur nous déjà, vous avez privé de nourriture, nous avons pu aller de l'avant. C'est comme dans la conversation téléphonique, Ouattara disait, mais si ça marche, l'embargo, comment un noir peut être content de voir ses frères noirs être affamés et mourir de faim? Et c'est cet homme-là qui dit mener une djihad. Sinon la guerre sainte, et les musulmans sont avec lui. Ce soir, nous en parlerons. Ce soir, nous allons surtout parler avec des attentes des versets coraniques qui ont renforcé ma foi à la Sainte Trinité. Des enseignements donnés par Mahomet qui ont permis, moi, chrétien, de comprendre mieux la Sainte Trinité à travers des textes qui étaient fermés, des textes que je ne comprenais pas dans la Bible. Lui, Mahomet, m'a permis
de le comprendre. Mais cela n'a pas fait de moi un musulman. Pourquoi? Parce que les textes bibliques, les textes coraniques sont des textes de sagesse. Je retrouve aussi la sagesse chez les panafricains, chez mes parents. Quand mon père prend sa main droite et se signe, il introduit en moi le respect des choses saintes. Mais tel que nous le concevons en Afrique, la main gauche, partie sale, la main droite, partie propre. Donc le bien et le mal. Vous voyez? Donc dans ma vie spirituelle, je dois utiliser, m'inspirer des valeurs africaines pour vivre ma foi en Dieu. Et cela m'a aidé. Vous voyez? Donc ici, je vous dis que nous ne devons pas nous combattre entre chrétiens et musulmans. Les musulmans peuvent s'enrichir des textes chrétiens, les chrétiens peuvent s'enrichir des textes musulmans, et laissons Dieu seul nous guider, nous mener là où il veut. Alors je vous dis les textes coraniques qui ont permis à moi de mieux comprendre la Sainte Trinité. Ce soir, nous allons en parler. Et je m'arrête là pour vous dire aujourd'hui pourquoi Ali Dem a été éliminé. Ali Dem fait partie, comme Guéba Fabien, font partie de ces officiers qui disent que le plan de Ouattara et des Français va faire connaître la Côte d'Ivoire des lendemains malheureux, désastreux. Et si tu le dis, on t'élimine. Voilà ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'armée. Donc sachez que vous allez à la fête de l'indépendance tout en sachant que l'armée de Côte d'Ivoire est en train de se battre à l'intérieur. Parce que beaucoup ne partagent pas l'attaque de l'AES. Si Ouattara n'aime pas ses frères burkinabés, ceux qui sont moitié burkinabés, moitié ivoiriens, aiment leurs frères burkinabés. Et ils sont aujourd'hui au sein de l'armée. C'est là le piège se referme autour de Ouattara. Tu as pris tous ceux qui sont moitié ivoiriens, moitié, pour les mettre dans ton armée. Et maintenant, tu veux prendre l'armée et puis s'attaquer à leurs parents qu'ils ont aimés plus que les Ivoiriens. Ça ne peut pas marcher. Donc, vous voyez, le monstre qui est en train de s'écrouler, qui se mord la queue. Voilà. C'est-à-dire, il a construit une maison sur du sable. Est-ce que vous comprenez bien? Les gens t'ont rejoint au Golf Hotel en disant, oui, toi, tu es pour les étrangers, tu es pour les gens du Nord, tu es pour les étrangers, et Gbagbo est contre les étrangers. Alors que Gbagbo dit, on doit respecter la loi, on doit respecter la démocratie. Toi, tu as fait croire que tu es le défenseur des étrangers. Aujourd'hui, tu prends ces mêmes étrangers, tu les mets dans ton armée, et tu dis, tu vas t'attaquer à ceux qu'ils ont aimés que leurs parents ivoiriens. C'est-à-dire, ils sont moitié ivoiriens, moitié étrangers, mais ils disent que les Ivoiriens les détestent. Donc, ils aiment leurs parents étrangers plus que les Ivoiriens. Et maintenant, après avoir utilisé ces gens pour conquérir pour soumettre les Ivoiriens, tu veux maintenant les utiliser pour aller s'attaquer à leurs parents qu'ils aiment que nous. Le piège se referme autour de toi. Une telle armée ne peut pas réussir. Et la France ne va jamais mettre ses hommes devant pour aller s'attaquer à la Russie, parce qu'ils n'ont pas assez d'hommes. Donc, ils savent que s'il en meurt 100, c'est une grosse perte pour la France. Tu comprends? Et donc, cette armée-là ne peut pas te soutenir dedans. Donc, éliminer le général de division Ali Dem, éliminer Guéba Fabien ne résout pas le problème. Vous allez vous écrouler. Ouais, c'est un château de cartes qui va s'écrouler. Donc, Ivoirien, tenez bon. Ouattara va vers sa fin. Peut-être c'est sa dernière fête d'indépendance, qui le sait. Dieu seul le sait. Mais ce qui est certain, il va vers sa fin. Ce soir, nous parlerons des sourates qui ont permis à un chrétien catholique de comprendre mieux la Sainte Trinité. Merci et à ce soir.